L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Bienvenue dans le podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Bonjour Marion. Bonjour Élise. Bonjour. Alors on est vraiment ravis Marion de t'avoir avec nous aujourd'hui. Nos auditeuristes sont très curieuses et curieux de savoir mais comment devient-on Marion Séclin? Et surtout, quelles études pour devenir Marion Séclin? Parce qu'il y a bien des études, il y a une filière spécifique. Il y a une filière non spécifique effectivement qui vient d'ouvrir à Oxford, dont je suis très fière. Voilà, c'est un petit début, mais normalement ça devrait vous mener loin. Non, c'est drôle, je sais pas comment on devient Marion Séclin. Comme n'importe quel individu, beaucoup de trauma, un peu de chaos et pas mal d'amour, et ça fait un résultat de... Je sais pas comment on devient moi. Alors Marion, est-ce que tu peux nous dire comme ça, si je te dis école, c'est quoi le premier souvenir qui te vient à l'esprit? C'est le plus vieux quoi. Je crois que c'était surtout, alors le plus vieux souvenir qui concerne l'école, c'était le chemin jusqu'à ma crèche, mais pas ma crèche. Je me souviens de ma crèche. C'est aussi, je pense, ça a été réveillé parce que j'ai un neveu qui a 9 ans et qu'il a été dans la même crèche. J'ai des souvenirs d'autres élèves, bah oui. Il y a encore des gens que tu connais qui étaient avec toi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais pas si c'est l'effet Paris ou pas, mais j'ai l'impression que même si on était tous un peu dans le même quartier, on a tous grandi de manière vraiment très très différente les unes des autres. Ouais. Je me souviens de prénom d'une fille avec qui j'étais en maternelle, et je me souviens aussi de certaines fois où ma tante m'avait dit si Machine elle t'embête, tu lui diras, vraiment de trucs très précis quoi. J'avais eu de conflits très précis. Je me souviens évidemment en maternelle j'avais plusieurs amoureux, c'était un truc courant d'en avoir juste plusieurs. Je me souviens de certaines personnes, ouais. Je suis pas sûre de pouvoir les reconnaître aujourd'hui. Et t'avais quel rapport avec eux? C'était vraiment des amis, des camarades? Tu sentais que vous aviez des affinités? T'avais une certaine communauté? Tu les sentais? Non, pas du tout. J'ai pas du tout eu ça. En fait, j'ai vraiment pas du tout eu ça. Déjà parce que je me faisais beaucoup embêter quand j'étais petite, et pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui et qu'on pourrait peut-être expliquer de 1000 manières différentes. Mais déjà des petites, je pense que j'avais du mal à créer des liens avec les gens, ou en tout cas je savais pas comment le faire correctement, et donc ça me valait de me faire beaucoup embêter et d'être beaucoup toute seule. Au moment où on est en maternelle et où en fait on a des gens avec qui on joue, mais en même temps on est un petit peu encore en train de... Enfin, tout le monde est notre copain, etc. J'ai pas de souvenirs particuliers. Ça a commencé en primaire à être vraiment violent et à être vraiment des personnes précises, d'ailleurs je me souviens des prénoms de tout le monde, qui me harcelaient régulièrement et qui me frappaient dans la cour de récré, et c'était des trucs où c'était devenu... Il y a eu quelque chose dans mon éducation que l'école a amené, c'était le terme copine. C'est que les camarades de classe, on les a appelées mes copines. Donc moi, dans ma tête, j'ai fait très très vite l'amalgame sur le fait que mes copines, elles me frappaient. Et que c'était donc normal. En fait, c'est exactement comme la manière d'identifier l'amour de tes parents ou de tes caregivers quand t'es petit, c'est que peu importe, même si c'est violent, t'identifieras ça comme de l'amour. Et donc ça va complètement bouleverser ma boussole interne, et je vais plus du tout savoir, bah du coup, la violence vient des copines, la violence vient des gens qui sont tes amis. Et ensuite, c'est un truc qu'on me dit qui est bizarre en grandissant, on me dit t'es pas obligé d'être ami avec tes collègues. Au contraire, je trouve que quand t'es adulte, tu devrais pouvoir réussir à avoir au moins à créer des accointances. T'es pas obligé, mais c'est vachement plus utile adulte d'avoir des personnes avec qui t'es en sécurité dans le cadre du travail. Et du coup, tout ça a été hyper bizarre. C'est-à-dire qu'on me disait, au moment où j'étais pas formée, ces gens-là sont tes amis, voici ce que c'est qu'un ami, c'est comme dans les films et dans les séries, puis toi, bah, c'est pas ça qui se passe, mais c'est ça les amis, donc t'es obligé d'identifier ça comme ça. Et du coup, ça a continué, c'était presque une toxicité du coup à laquelle je participais, parce que bah, ça devait être une sorte de valse dans laquelle bah, j'avais la sensation que c'était de ma faute s'il y avait une mauvaise ambiance, qu'il fallait absolument que je fasse rire tout le monde tout le temps, ou que je fasse sourire les gens, et là, je me donnais du mal. Il fallait que je montre que j'étais pas du tout provocante, pas provocante, mais c'était que j'étais pas une menace. En fait, il fallait que je montre que j'étais pas une menace, parce qu'en plus j'ai grandi vite. Ensuite, j'ai eu l'apparence que j'ai aujourd'hui assez rapidement ado, et il fallait absolument que j'arrive et que je monte pas de blanche, parce que moi je voulais absolument être amie avec des filles. J'avais pas beaucoup d'amis garçons, parce que c'était quand même des gens très intéressés systématiquement par la même chose, et c'était très compliqué à ce moment-là, moi-même qui étais pas du tout féministe, de comprendre que je ne devais pas ça, que le fait que je plaise à un garçon ne devait pas dire que bon bah voilà, et faut y aller quoi. Moi dans ma tête je pensais ça, donc j'avais surtout des amies filles, et j'avais vraiment des gros cravings d'amitié féminine, et donc je savais que de base ce qu'il fallait que je fasse, c'est que j'arrive et que
Je montre que j'étais pas menaçante, que si j'étais une personne qui avait la chance d'avoir le physique que j'ai, j'avais quand même plein de défauts et parfois moi aussi j'allais aux toilettes, tu sais, vraiment pour dire vraiment je suis une personne, quoi, je suis faillible comme tout le monde. Et du coup, le fait de montrer cette faille a permis à plein de gens de s'engouffrer dedans. Et donc, c'est pour ça que je me dis que j'ai participé, si tu veux, à un moment à ce jeu-là, mais parce que c'était un truc que je connaissais pas. C'est sûr que nous, on prône vraiment le truc où, effectivement, forcément, ça nous choque, que tu vas dire que j'ai participé à ça, parce que avec Élise, effectivement, ce qu'on essaie de faire au niveau de l'éducation des enfants, c'est vraiment de sortir, de déconstruire aussi ce truc-là, quoi. Ce côté où, effectivement, en tant qu'enfant, en tant que jeune, c'est hyper compliqué de s'opposer à un système de harcèlement, parce que c'est clairement du harcèlement, et qu'il faut surtout pas blâmer l'enfant qui n'y arrive pas, et que c'est que en l'accompagnant et c'est que en créant, effectivement, comme on dit toujours, une communauté d'enfants solidaires, que peut-être il va y avoir un sursaut du groupe, mais surtout l'adulte, il a un rôle hyper important à jouer. Et là, toi, c'est hyper choquant de se dire que personne n'est intervenu, personne peut-être même n'a vu. Enfin, c'est pas à l'enfant d'aller se plaindre, c'est aux adultes d'être là, d'observer ce qui se passe. Une cour de récréation, ça s'observe. On va pas juste vérifier que il y a pas bidule, il saigne du nez et machin. Il faut tout observer, il faut voir ce qui se passe, il faut voir les interactions avec les enfants. C'est hyper important. Et c'est fou qu'on se rende compte que c'était quand même il y a pas si longtemps. Ouais. Et on sait qu'aujourd'hui, ça a toujours cours. Et c'est pour ça qu'il y a toujours autant de soucis de harcèlement. Puis aussi, comme les enfants se rendent coupables, n'en parlent pas. Et puis oui, c'est un cercle vicieux. Bien sûr. Après, c'est aussi ce qu'on prône, c'est donc communauté au niveau des enfants, mais aussi au niveau des adultes. Parce qu'il y a plein d'adultes qui interviennent à l'école. Ouais. Donc il faut qu'ils parlent entre eux. Les animateurs, les instits, la direction, centre de loisirs, qu'on se parle tous. Oui, et puis même, dans l'intérêt des enfants. Une fois de plus, quand tu modélises ça au niveau des adultes, que les enfants vont reproduire, c'est-à-dire, ça, je sais pas si tu en as des souvenirs, par exemple, mais nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a aussi un souci de comportement et de posture d'adulte. J'ai un souvenir peut-être d'inactivité de la part des enseignants, ou en tout cas de sensation que ceux qui... En fait, ça, c'est un truc qui est très redondant dans ma vie, c'est cette autorité qui ne te protège pas, qui fait juste que te faire peur. Et moi, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un monde où l'autorité, donc que ce soit celle de mon père qui criait très fort quand il était en colère et qui faisait donc très peur, ou celle des enseignants, des adultes autour de moi, ce truc d'où moi je devais leur obéir parce que j'étais une enfant et qu'on m'avait dit que c'était comme ça, ne m'était jamais rendue en protection quand j'avais besoin de protection. Du coup, tu vas voir ces adultes-là, ceux qui te font peur. Voilà. Et c'est le même rapport qu'on a à la police. C'est-à-dire que je sais pas comment est-ce que dans ce pays, on veut qu'on continue à apprécier la police, qui est littéralement des personnes qui nous font juste peur à tous et à toutes, quelle que soit la raison, même quand on n'a rien fait, même que quand on est juste en train de promener son chien genre sans rien faire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose très souvent que je vois revenir, c'est ces autorités au moment où moi je faisais ma scolarité, à qui je pensais pouvoir venir demander de l'aide, en fait n'étaient ou pas en mesure de le faire, ou en tout cas pas très actifs parce que ça s'est pas trop arrêté. Mais pour le coup, j'ai pas ressenti de moquerie de la part de ces adultes-là, j'ai juste eu l'impression de cette indifférence de... Puis tu sais, ça renforce le sentiment que t'es vraiment dans une masse. Et que c'est pas très important ce que tu racontes, et puis on commence à pas te croire aussi, et ça c'est ce truc qui commence très très tôt quand t'es un enfant, mais quand t'es une petite fille aussi, c'est qu'on te croit pas. On se dit que tu vas avoir une sorte d'agenda maléfique pour mentir pour une raison X ou Y, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, c'est l'inefficacité totale de ces figures d'autorité. Parce que c'est ce que t'as vécu, c'est-à-dire t'es allé parler et on t'a dit non, tu mens. Oui, je pense, peut-être pas je mens, mais j'en ai parlé plusieurs fois. T'en rajoutes. Voilà, grave. T'exagères. T'en rajoutes, ou alors une fois qu'on a géré le problème et que c'est bon, on est allé parler aux 2-3 nanas en leur disant on ne fait pas ça, attention, puis que ça reprend après, en fait tu te dis je vais pas y aller 7 fois. Évidemment, au bout d'un moment toi-même tu te censures parce que tu te dis non, je vais pas y retourner, quoi. Il n'y a pas eu de suivi, quoi. Voilà, c'est ça, il y a pas eu de suivi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis tu sais, tu te mets à croire toi aussi qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oui, c'est ça. Puis on n'en parlait pas avant. Du harcèlement. Tu te souviens de ça? Pas du tout. On n'en parlait pas du tout du harcèlement, de l'intimidation. Cet effet de répétition, cet effet d'emprise que peut avoir un groupe d'enfants ou même deux sur oui, bien sûr. On n'en parlait pas du tout. Pour nous, c'était des moqueries. Bon, c'est pas très sympa, mais oui, c'est pas c'était grave. les enfants sont des enfants. C'est pas beau de rapporter. Oui, aussi. Et ou sinon, on disait que t'allais rapporter à la maîtresse et t'étais du coup pas une bonne personne. Mais ça aussi, je l'ai vu, alors c'est sur un autre niveau, mais quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, j'avais déjà un très bon accent, et donc c'est une langue que j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à l'école, et j'arrive à être bilingue parce que j'ai appris à l'école. Donc c'est déjà une preuve que le système fonctionne bien quand il intéresse les élèves. Mais je me souviens que très très tôt, déjà, j'étais moquée pour ce bon accent. C'est-à-dire qu'on se foutait de moi, alors que j'étais bonne dans aucune matière, j'étais pas du tout une élève... Mais j'avais cet accent-là, et il fallait que je sois insultée pour ça, quoi. C'était a priori nécessaire de... Je sais pas, et je sais pas ce que ça réveille, et je sais pas pourquoi on a
Enfin, tous les enfants sont assez similaires là-dessus, tu sais. Pourquoi tous, ils sont là, tu réussis quelque chose. Et pourquoi ça vient d'un endroit méchant, en fait. J'ai vachement de mal à comprendre. Oui, c'est de la jalousie. Là, même dès la maternelle, je le vois, hein. Des enfants qui ont sur le mode nananana. Et donc, à chaque fois, je les reprends en disant, en fait, tu veux juste dire que t'es content de faire cette activité. Et peut-être que tu peux lui dire, il n'y a pas de problème, mais t'es pas obligé. Tu peux lui dire, bon, oui, je suis contente de faire de la peinture, j'espère que tu pourras en faire après. Et parce que là, qu'est-ce que tu veux faire à ton camarade, en fait? Là, tu veux le rendre triste, c'est ça? Tu te rends compte de ce que tu lui fais quand tu fais ça? Ou alors tu veux juste dire que toi t'es contente et que ça te fait plaisir. Donc réfléchis. Tu peux le dire autrement tout en disant oui, je suis contente de faire ça et sans forcément le rendre jaloux. À moins que oui, sauf si tu veux le rendre triste, mais ça c'est... Oui, c'est l'égocentrisme finalement, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est-à-dire que si on ne véhicule pas, si on ne crée pas la notion d'empathie chez les enfants, il n'y en a pas en fait, il n'y a pas d'empathie quoi. Oui, c'est et ça. on le voit vraiment, c'est-à-dire les mots, mais il n'y a pas plus cruel qu'une cour de récréation, qu'une école quoi. Nous on le voit quand même au quotidien et pourtant on s'investit tellement dans cette cause et d'essayer de faire changer les choses, mais on n'est pas, on ne sera pas suffisante d'être deux. Oui, c'est sûr. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait les parents, c'est ça. Il faut que tout, c'est ça. Il faut que toutes les entités autour de l'enfant soient au parfum, quoi. Ouais. Mais c'est rassurant, oui et non. D'un côté, ça veut dire que l'empathie s'apprend. Ça veut dire qu'en fait, on devrait encore pouvoir éduquer les adultes, parce que moi, je pense aussi que tant qu'on n'aura pas tous les gens à qui j'ai parlé, et à qui je parle d'évolution et de déconstruction et de manière dont il faut qu'on réfléchisse, les codes de la beauté, les codes de la sexualisation des uns des autres, enfin tous nos rapports à toutes ces relations entre les humains, souvent ils me disent ouais mais bon moi j'ai été élevée comme ça, c'est trop tard, c'est les autres qui le feront, les prochains. Et moi je suis là mais imbécile, qui élève les prochains? C'est toi. Si t'élèves ton prochain exactement comme t'as été élevé, tu vas en faire aussi des imbéciles. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il faut réussir à faire comprendre que les adultes ça s'éduque, que les adultes jusqu'à très vieux, qu'on continue déjà à produire des neurones, qu'il y a eu beaucoup de recherches qui a été fait sur l'âge. Donc si jamais c'était une excuse pour quiconque que ouais mais quand on grandit on a moins de marge de progression, c'est faux. C'est pas vrai, on en a moins peut-être si tu veux faire du skateboard mais c'est pas grave, c'est pas ça que tu veux faire, tu vois. Et du coup, c'est de dire aux adultes, c'est absolument indispensable, vous aussi, de vous rééduquer, parce que vous pouvez vous rééduquer, vous pouvez vous nourrir de choses différentes culturellement parlant pour faire en sorte de pas être cet horrible adulte qui sera autour de cet enfant qui lui-même est en train d'essayer d'apprendre à faire tout ça, parce que c'est beaucoup de responsabilité que de dire à un enfant, t'as pas déjà dans l'empathie, je comprends pas. Enfin, il faut qu'ils fassent leurs armes aussi, quoi. Et je pense que les adultes responsables autour, eux, ils font pas le taf de s'éduquer. Et c'est aussi... Je sais pas pourquoi il y a une telle... C'est très très binaire, quoi. L'école, tu sais que c'est pour quand t'es enfant, et quand t'es adulte, c'est presque une humiliation. Tu retournerais pas à l'école, tu ne ferais pas ce travail d'apprendre quoi que ce soit. Et je sais pas pourquoi les adultes ont cette condescendance et imposent au monde des enfants cette condescendance d'adulte. De nous, on sait tout. Nous, on sait tout. Et en plus, ça fait croire aux enfants que nous, on sait ce qu'on fait adulte, alors qu'on est tous devenus adultes et on s'est dit, mais en fait, personne sait ce qu'il fait, on est d'accord. Et c'est un mensonge qui est perpétuellement là. Et je trouve que c'est parce qu'il n'y a pas de porosité dans ce truc-là. Les adultes pensent qu'être un enfant, c'est nul. Ils le considèrent comme inférieur. Donc déjà, eux, ils se font vouvoyer. Ça, c'est pareil. Quand à l'école, t'es vouvoyé, enfin, t'es tutoyé, mais que toi, tu dois vouvoyer. Il y a tellement de trucs comme jeune ça. Fille. Ouais, ou le Madame Séclin. Ouais, c'est ça. Oui, ou même Séclin tout court, non? Non, moi, j'étais... Ouais, j'ai pas trop... Moi, j'ai eu mon nom de famille. J'aurais trouvé ça aussi. stylé. Ça faisait armé. Moi, on m'appelait mon nom de famille. Non, mademoiselle surtout. Ah, mademoiselle? Oui, il y avait des mademoiselles pas mal. Mais tu vois, il y a cette espèce de truc où, du coup, c'est pareil, c'est dur pour un enfant de se dire j'ai de la valeur, j'ai des opinions, ce que je pense, ça vaut quelque chose, parce que dans son monde, on lui dit chut. Tais-toi, dis bonjour, souris à la dame. Et donc on est élevé des petits soldats hyper sages, et en plus le pire c'est que c'est un mensonge, parce que quand on devient adulte, ça nous a éloigné tellement de la réalité que finalement on tombe de beaucoup plus haut quand on se rend compte que les adultes ont menti tout ce temps. Et moi je pense que tant que les adultes ils accepteront pas de redevenir un peu des enfants pour aller à l'école 2 secondes, et qu'on donnera pas plus aussi de place aux enfants en leur disant qu'ils sont des personnes, même si c'est des personnes qui a priori sont cruelles de base, tu sais, il y a quand même, enfin non, on pense vraiment pas, tu vois, que les enfants sont cruels. On pense vraiment que c'est nous, la société, le fait qu'effectivement, comme tu le dis, les adultes jugent les enfants comme étant des êtres inférieurs, mais les quelques-uns qu'on arrive à élever, en tout cas à essayer auxquels on donne une certaine éducation, avec effectivement nous-mêmes en continuant d'apprendre en permanence,
Non, ils sont pas cruels en fait. Oui, tu vois, bien ils sûr. le sont pas finalement. Oui, mais j'ai beaucoup, enfin je sais pas, j'ai pas du tout de recherche qui prouve ça, mais j'ai tendance à penser que l'humain ne naît pas ni mauvais, ni avec un petit goût particulier pour l'oppression et la guerre, quoi. Je sais que c'est pas le cas, et je sais que c'est que des constructions et que c'est des occupations de personnes qui s'ennuyaient à une autre époque, tu sais, mais je suis convaincue qu'on n'est pas mauvais, mais je me questionne quand même beaucoup sur pourquoi c'est la voie la plus facile. Pourquoi c'est celle, en fait, qu'on va toutes et tous se mettre à prendre avant de prendre l'autre voie. C'est juste ça que je me pose comme question. Après, il doit y avoir tout un héritage, tu sais, génétique, j'imagine, d'hommes de Cro-Magnon, de ça, mais ça fait toujours écho à, justement, c'était mieux avant, ou c'était comme ça, donc pourquoi on changerait, et tout ça, c'est vrai que le cerveau humain est tellement incroyable, et on a tellement de choses à apprendre tout au long de notre vie, en effet, et que, bien évidemment, que ça se change, et qu'on va pas rester sur des choses anciennes, sur l'école traditionnelle, mais c'est vrai que c'est fou comme Ou alors il faut se demander pourquoi on est si réfractaire à ce changement. Si c'est encore une fois parce que nous on a souffert et qu'on veut pas avoir souffert pour rien et on veut que les autres souffrent, c'est pas une bonne excuse. Si la raison pour laquelle on veut pas de l'écriture inclusive, on se fait pas chier à dire les féminins dans les phrases, enfin, si c'est juste, quelle est la peur qu'il y a derrière, c'est toujours ça la question qu'il faut se poser, et je trouve que c'est ce dont manque le monde énormément, c'est d'humains qui sont capables de se regarder dans un miroir pour de vrai et de se demander s'ils ont pas eux aussi une manière de participer d'abord au problème avant de se dire que ça va être de la faute de tous les autres, quoi. Non, ça on sait pas le faire du tout. C'est clair. Pourquoi on veut pas que ça change, qu'est-ce qui nous fait peur dans ce changement, pourquoi est-ce que c'est grave que, enfin, il y a des gens, ils ont à l'Académie française qui ont peur d'un point ES, enfin tu vois, c'est genre vous avez peur d'un point et d'un E, d'un S, enfin vous êtes à l'Académie française, une fois plus, quand tu regardes l'histoire et que tu regardes comme les femmes ont été invisibilisées, bien sûr. Et que l'Académie française a clairement été créée par des hommes pour des hommes. Pour des hommes, bien sûr. Et c'est pas vieux. Dans le temps. Non, mais bien sûr. Quoi, il y a 500 ans. Et surtout, j'ai découvert qu'il n'y avait aucun linguiste là-bas. Maintenant, c'est plus un titre honorifique. Donc, en plus, c'est même pas des personnes qui sont particulièrement légitimes. Mais ça aussi, l'école a joué à nous dire, mais ça, c'est l'institution. C'est eux qui décident pour nous, quoi. On nous a presque dit, c'est eux qui décident des mots. Et vous êtes des victimes de ce qu'eux décident. Et c'est eux qui disent si il y a des mots qui ont une valeur ou pas. Et j'étais là en train de me dire, ok, donc on a donné vachement de pouvoir. En fait, c'est juste des hommes qui ont donné du pouvoir à d'autres hommes pour décider de ce truc-là. Moi, j'ai appris plein de mots qui avaient été complètement retirés quand même de la langue française. Ça existait. Médecine pour dire médecin femme. Je sais plus. C'est ça. Auteur aussi. Auteur avec un E existe depuis vachement longtemps. Et c'est fatigant de voir justement des meufs devoir faire du contenu, devoir encore passer du temps à devoir dire arrêtez de vous énerver pour des choses qui sont fausses. Est-ce que vous pouvez checker vos sources principalement, quoi. Et c'est absurde de devoir le dire, quoi. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on peuplait la planète à toute époque en tant que femme, et que du coup ça devrait pas être nouveau qu'on dise que des mots existaient pour nous intégrer dans le monde, en fait. Ça. Ceci dit, là on parle de féminisme et on digresse un peu par rapport à l'école, mais je trouve que ça a quand même clairement un lien justement de ce dont on parle. Éducation qui est souvent l'apanage des femmes, scolarité qui est souvent l'apanage des femmes, et finalement c'est là effectivement où on n'est pas surprise que ce soit déconsidéré, et que, comme tu disais, il y a le temps de l'école, mais après il y a le temps d'être adulte. Et finalement, j'ai l'impression que le monde de l'éducation, donc les enfants, mais aussi ceux qui gèrent les enfants, finalement, on est relégué à cette partie donc infantilisante quelque part, donc on est infantilisé. Bien sûr. Et ensuite, c'est que après que vraiment ça commence. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que plus on avance dans la scolarité des enfants, plus les hommes sont représentés quand même. Bien sûr. En maternelle, t'as que des femmes. En élémentaire, il commence à y avoir quelques hommes. Au collège, quand même, ça commence à être... Oui, et là où ça devient universitaire et vraiment intellectuel, là, ce sont les hommes qui viennent divulguer le savoir. Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose à voir en termes de corrélation entre les soucis de harcèlement et ce modèle, finalement. Absolument. Donc, il y a sans doute des liens qu'on peut faire assez facilement et se dire peut-être ça aussi, la déconstruction en fait de tout. Et c'est vrai que c'est marrant parce que moi ça fait écho aussi à la santé mentale, parce que je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, et en fait on parle de déconstruction aussi en santé mentale, et finalement c'est ce verbe qui est valable pour tout et qu'on devrait sans doute faire en même temps, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, absolument, ça devrait être finalement la déconstruction et devrait regrouper plein de champs. En fait, il faudrait qu'on soit à la pointe de ce qu'il y a pour les plus jeunes. Il faudrait qu'on soit en avance sur eux. C'est ça en fait qui pourrait changer. C'est vraiment ce côté, si tu veux être innovante, quand tu crées une marque de téléphone, il faut que tu sois en avance. Et là, on n'arrive pas à être en avance, on est vite fait à la traîne. Et effectivement, il y a pas ce travail du parent qui dit. Alors après, vraiment, je parle d'un point
entendu, je suis pas parente et de personne, et enfin de mon chat, donc ça compte pas. Et je sais qu'il y a la théorie et la pratique et que c'est très mal placé de la part de quelqu'un qui a pas d'enfant de dire moi je sais pas comment ça. J'imagine que c'est forcément fatigant et que surtout quand ton enfant commence à devenir grand, ça fait déjà toi 9 ans que t'es là, que tu t'en occupes, t'es sur le qui-vive tout le temps et que tu t'en inquiètes et que tu l'aimes. Et j'ose pas imaginer le niveau d'énergie, donc je pense que tout le monde n'a pas ces ressources-là, mais c'est pour ça que ça pourrait être chouette de la part de, je sais pas, de l'école aussi, de venir dire j'ai vu ça, j'ai le journal de ma commune dans mon sac. Il y a écrit, il y a un moment derrière en disant genre j'accompagne mon enfant à l'école, et c'était en fait une publicité, enfin c'est pas une publicité mais c'était une annonce pour un truc qu'ils ont mis en place vers Saint-Denis, où en gros quand tu viens d'emménager ici parce que t'es immigré pour une raison X ou Y et que ton enfant va à l'école, toi aussi tu peux prendre des cours de français, en fait l'accompagner pour prendre des cours de français. Et c'est une initiative où je me disais voilà l'école qui fait une initiative pour dire aux parents on sait que vous êtes débordés mais si vous le faites avec c'est sympa. Bah, complètement. Tu vois. Puis nous on sait qu'on remarque même que c'est un frein, il y a un conflit de loyauté très souvent vis-à-vis des enfants dont les parents sont non francophones. Sont non francophones et pour diverses raisons, puis c'est souvent extrêmement triste, n'ont pas accès à la langue française. Et ben on se rend compte qu'en plus de ça, les enfants, ça va être un vrai frein dans l'apprentissage du français parce que justement ils vont pas s'autoriser en fait à le faire. Donc oui, c'est hyper important d'accompagner les familles, mais une fois de plus, sans leur mettre la pression, sans oui, c'est ça. Et sans surtout nier leur culture, sans nier leur langue. Nous on essaie vraiment, tu vois, de valoriser à fond les langues et pas les langues, l'allemand, le chinois, le russe, l'anglais. Non, ça va être le bambara, le tingrinya, tu vois, toutes ces langues qu'on va essayer justement de mettre à l'honneur régulièrement à l'école parce que c'est hyper important. Et tu verrais les familles comment elles réagissent, ça fait super plaisir quoi. Parce que d'un coup ils sont hyper étonnés qu'on s'y intéresse. Et c'est vrai que ça va de pair avec, une fois de plus, il s'agit pas de nous en tant que blancs a priori, en tout cas de culture française, éduquée, etc., d'être donneur de leçons, tu vois. Ça aussi, ça fait partie de l'empathie. C'est de prendre en compte, tu vois, les familles qu'on accueille et la complexité de tout. Mais bien sûr, c'est des mouvements à créer avec tout le monde. De toute façon, c'est comme tout. Tu peux pas pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il veut pas faire. Mais c'est vrai que moi, c'est ce manque de capacité qu'ont certains adultes, en tout cas certains parents qui ont des ressources, qui seraient en mesure de le faire, mais qui décident de pas faire grand chose en fait, ou de se dire bah voilà c'est trop tard, c'est les prochains. Et qui compte sur Timothée alors que Timothée il a 3 ans et qu'il a pas prévu et qu'il va être élevé par ce père là quoi. Et que peu importe, même s'il arrive à passer à travers les mailles du filet de cette éducation, il y a une société qui vient derrière tout confirmer. Donc effectivement si dans toutes les strates de la vie des enfants il n'y a pas un truc similaire, ça va être, je pense que ça va être très compliqué quoi. Après je me disais en France, c'est peut-être aussi typiquement français, mais on a beaucoup cloisonné le monde de l'école et le reste du monde depuis le 19e. Rien que dans la construction des écoles, elles sont les écoles de Jules Ferry, c'est un bâtiment, la cour au milieu. Il n'y a pas de. Oui, c'est pas ouvert sur l'extérieur. C'est pas ouvert sur l'extérieur. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a dit jusqu'à, je sais pas, 18 ans, ça va être le monde de l'école. Et après, tu vas voir, ça va être le monde des adultes, mais ce sont 2 mondes cloisonnés. Et là, c'est peut-être qu'on essaye aussi. Et puis, les instituts s'occupent des enfants. Les instituts s'occupent des enfants à l'école. Les parents s'occupent des enfants à la maison. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Et puis, on avait vu avec Élise, notamment, il y avait. C'était au début 20e, fin 19e, c'était d'ailleurs l'institut qui est représentant du père à l'école a le droit évidemment de taper, tu vois, c'est le pater familias quoi. T'as le droit, bref, il faut le patriarche dans l'institution, bien sûr. Mais c'est vrai que la violence sur les enfants ça a toujours été un truc très efficace. Bah oui, ne dit-on pas les c'est très simple. C'est fou. Bon, toi t'as pas été frappée à l'école quand même, rassure-nous. Si, j'ai été par les adultes. Non, pas par les adultes. Non, pas par les adultes. Moi, j'ai été frappée par des adultes. Alors, moi, il y a eu des trucs dans ma crèche, mais ça, je pense que c'est des histoires que j'ai bloquées parce que je me souviens que ma mère avait poursuivi la crèche en justice parce qu'il y avait eu énormément de. Ouais, il y avait des trucs assez graves qui s'étaient passés, plutôt d'agressions sexuelles sur les enfants, et dont je faisais partie. Donc, si tu veux, je pense que c'est encore un souvenir que j'ai bloqué ou qui ne reviendra jamais, mais elle avait essayé de mener une action en justice et ils mettaient des étoiles jaunes sur les casiers des enfants juifs. Donc, moi, j'étais un enfant juif, j'avais une étoile jaune sur mon casier et tout. C'était une crèche publique ? Ouais. Ouais, je crois bien. Oui, moi j'ai été que dans le public et après j'ai été en ZEP, en primaire, et au collège c'était des ZEP. Après je suis passée dans le 3e arrondissement de Paris parce que je voulais faire du théâtre, donc j'ai complètement changé de quartier et de type d'établissement, tu sais.
Mais non, les adultes, y avait pas ça. Non, c'était un truc, c'était plus dans la famille, tu sais, le châtiment corporel de base, le truc de on te met une fessée quand t'as fait un truc où on te secoue un peu fort. Et rien que, de toute façon, si tu veux, même s'il n'y a pas de douleur, l'initiative d'un acte violent sur un enfant, c'est genre impressionnant. Surtout qu'en plus, quand t'es un enfant, t'es petit, tout le monde est grand, quoi. Ah oui. Et t'as senti la différence tu disais que t'es passé d'un milieu REP+, enfin ZEP à l'époque, d'un milieu ZEP à un établissement du 3e arrondissement, un peu plus, je suppose... bourgeois, ouais. Bourgeois. Ouais, Est-ce que t'as bien senti sûr. une différence entre les enfants, dans la posture de l'adulte? Est-ce que t'as... Non, parce que c'est quand je suis passée au lycée, du coup, on était déjà tous un peu ados. T'avais une sensation que la classe sociale était un truc important. Je me souviens de pas du tout avoir le même lifestyle que mes amis. Parce que ce lycée, donc pour moi, je l'avais choisi parce qu'il avait l'option théâtre, mais il avait aussi juste scientifique et littéraire. C'était d'ailleurs un des seuls de Paris qui n'avait que L et S à l'époque, qui n'avait pas ES, qui était décrit comme le truc que choisissent les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et ça, c'était pareil. Ça veut dire qu'on te gronde qu'à 16 ans, tu saches pas ce que tu veux faire dans ta vie, mais en fait, ce système est complètement cassé. Enfin, quand je m'en souviens, en vous en parlant, je me dis, attendez, mais moi aussi, je critiquais les ES en disant, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Bah non, ils ont 16 ans, mais moi non plus, je sais pas pourquoi j'ai su ce que je savais faire. J'avais de la chance, si tu veux, mais c'est un cas rare, quoi. Ouais. Et du coup, les profs étaient plus là, t'avais le côté, ils étaient là pour délivrer leur truc, qu'ils le fassent de manière bien ou pas, c'était à nous de prendre ou de pas prendre. Genre, on était responsabilisés au point de se dire, genre, maintenant, vous êtes plus des enfants qu'on va courser et qui on va dire, attention, pas de bêtises, ah non, on parle pas. Tu vois, vous êtes des grands. Et j'avais plein de profs qui, parfois, juste faisaient leur cours et ils s'en fichaient que les gens soient attentifs. Ils étaient juste là, moi, je vous donne ça, vous avez le bac à un moment, quoi. Et j'étais là, sympa. T'es passé... Oui, t'as jamais eu d'adultes, de professeurs, enfin, en tout cas, de professeurs qui se sont préoccupés de toi, parce qu'avant tu parlais d'adultes autoritaires version autoritariste, et après d'adultes t'es passé à des adultes complètement laxistes. Ouais, t'as pas eu de non, figure non, il n'y a pas eu de figure comme ça. Il y avait des profs que j'aimais bien, mais parce que je crois que j'aimais bien la manière dont ils enseignaient, où je me souviens, j'avais très tôt réussi à faire la différence entre le fait que j'aimais pas le prof mais j'adorais ses cours, donc j'étais capable de dire genre bon, je sais que cette personne c'est pas quelqu'un avec qui moi je serais amie si jamais on se rencontrait, et parfois il dit des trucs cons, mais j'adore sa manière de m'enseigner parce que finalement moi je le comprends, c'est quelque chose qui me parle, ça m'enthousiasme, mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu une figure d'adulte dans toute cette vie scolaire qui a entendu et agi, ou en tout cas agi avec efficacité, parce que c'est quelque chose qui a été, tu sais, à tout instant, chaque nouvelle classe, il y avait à chaque fois un nouveau truc qui se passait. Et c'était toujours du harcèlement chaque fois? Bah, c'était toujours différent, tu vois. En primaire, ça a été du harcèlement, donc c'était vraiment je suis ta copine, je suis plus ta copine, et quand je suis plus ta copine, bah, je te fouette avec mon gilet pendant la cour de récré, tu vois, ce genre de choses. Et c'était redondant, ça, et donc je savais jamais à quelle sauce j'allais être mangée. En plus, c'était très ambivalent. J'ai vraiment été abonnée à l'ambivalence toute ma vie, quoi. Donc c'était copine, mais elle te frappe, tu sais, des trucs très très contradictoires dans ta tête. Et puis je savais pas, c'est ça, genre je marchais sur des œufs parce que je me disais, si je vais faire un truc qui va peut-être déplacer un caillou, et là elles vont m'en vouloir, je saurais pas pourquoi, parce qu'en plus il y avait pas de raison, c'était assez injuste. Et ensuite en grandissant, ça a été, j'ai eu pareil une copine en 6e, mais on était 3 dans le groupe et tout le monde disait c'est normal, quand vous êtes 3 en plus vous êtes des filles, vous allez pas vous entendre. Non, c'était juste que c'était compliqué de grandir ensemble. C'était pas toujours du harcèlement, mais il y avait un truc de harcèlement moral, en fait. Il y avait un truc de je suis ta copine, je suis plus ta copine. En fait, on me prenait et on me relâchait tout le temps. Donc il fallait que je sois là, je restais là. Comme ça, peut-être un jour j'allais être choisie, mais il fallait que je m'attende que les 2 autres se soient disputés pour qu'elles viennent me voir, et que là, du coup. Mais moi j'étais jamais décisionnaire, en fait, avec qui j'étais copine et avec qui j'étais pas copine. Moi j'étais choisie ou pas choisie, ou je rejetais ou pas rejetais, tu vois. Et ça a été plus pareil ensuite en grandissant. Ça a été des trucs de base de quand t'es ado et tout le monde s'est appelé pour aller à la fête de machin et toi t'as pas été invité, ou ce genre de truc vraiment. Ça, c'était au lycée ? C'était au lycée, ouais, plutôt. Où aujourd'hui il y en a une qui est un peu la reine des abeilles, qui décide qu'elle aime pas ma gueule, et donc moi j'ai juste le droit à du mépris, et tu sais, je reste quand même dans le groupe et tu marches comme ça. Enfin, ça évoluait, je pense, aussi avec le fait qu'on grandissait, mais ça s'adaptait quand même toujours bien. Et ton amitié là, le trio collège, ça a duré après au lycée? Non, pas du tout. Ça a été que la 6e. Ensuite en 5e, j'ai eu une meilleure amie du monde, mais c'était elle, où vraiment j'ai vu le film Respire, je sais pas si vous l'avez vu, de Mélanie Laurent, qui parle de harcèlement scolaire et qui parle en fait surtout de 2 lycéennes, et de une qui est tellement dans une relation ambivalente avec l'autre, parce que l'autre lui dit qu'elle l'adore et qu'elle est son sœur, et la seconde d'après la rejette tellement brutalement. Et du coup moi j'avais cette amitié là, et ça,
dans le film, ça part vraiment très très loin, mais c'est compréhensible si tu veux. Genre, moi, en voyant ce film, en tant que personne qui a été dans une relation comme ça, plus grande, je vois à quel point à un moment ça aurait pu finir où l'une allait buter l'autre, quoi. Tu voyais ce truc, genre, c'était passionnel, mais toxique comme jamais. Et ça, c'était invisible, je pense, à l'œil des adultes, parce que de l'œil des adultes, on était trop amis, quoi. Et toi, tu le ressens. Mais toi, tu le sentais bien, même à l'époque, que c'était toxique. Ou Ouais. c'est ton œil de. Non, je sentais. J'étais très souvent malheureuse à cause de ça, quoi. C'était pas tant mais pour moi c'était normal en fait d'être régulièrement malheureuse dans les relations. C'est comme quand j'ai commencé à avoir justement des relations avec les garçons, c'était normal d'être forcée, c'était normal tu vois, il y avait quelque chose de je peux m'en plaindre, mais c'est normal ce que je vis. Et quand ton corps te dit un truc, donc que tu vis les choses émotionnellement et que dans ton estomac tu sens les choses, mais que le sens commun te dit mais non, c'est normal ce que tu vis, il y a une telle dissonance, une telle déconnexion entre ce que ton cerveau te dit et ton corps te dit, c'est un trauma, c'est bizarre, pourquoi on vit ça, et le monde qui te dit rien, n'importe quoi. Ouais. Vraiment, genre, relève-toi, allez, tu vois. Et c'est ça qui fait que à un moment, je pense que j'ai continué à avancer en me disant, c'est vraiment ça qui va se passer, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est tout l'enjeu, justement, éducatif de ce souci-là. Et c'est vrai je sais pas si tu t'en as conscience ou si c'était le cas, ceci dit aussi, mais j'ai pas mal lu sur le sujet, et notamment, ce qui est assez fou, c'est dans la sororité, dans l'amitié, on reproduirait des comportements hétéronormés, et notamment de jalousie, de petits couples, quoi, comme on l'appelle, tu vois, et que ce serait un vrai souci aussi, finalement. Absolument. Et nous aussi, on a besoin, bien sûr, de se déconstruire, mais aussi de retravailler en tant qu'adulte, et donc en tant qu'enseignante aussi, ce rapport à l'amitié, bien sûr, qui est très souvent faussé, bien sûr, parce qu'on a trop d'attentes, justement, bien aussi. Sûr, je pense, et puis aussi je pense parce qu'on dit aux enfants que c'est leurs copains et leurs copines à l'école, et que c'est des gens qui peuvent pas voir en peinture, au fond, si on leur demande. Moi je préférerais dire à mon enfant, bon, t'es pas obligé d'être copain avec des gens, mais trouve des potes peut-être pour jouer, et je lui dirais plutôt adulte, c'est cool si tu t'entends bien avec tes collègues, parce que c'est très bizarre, je trouve, de dire, moi-même je me souviens quand t'as 18 ans, on m'a dit mais non, on s'en fout que tu t'entendes bien avec tes collègues. J'étais là, mais je vais pas travailler avec des gros cons, vous vous rendez compte de ce que ma vie va être si tous les jours quand je vais au boulot je fréquente des personnes que j'apprécie pas et avec qui je m'entends pas, rendez-vous compte. Donc après je suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit mais si, je pense que dire aux jeunes qu'ils peuvent aussi rentrer dans un monde du travail sain, serein, avec des collègues qu'ils apprécient et des valeurs qui les représentent, et où c'est pas, moi on m'a appris les entretiens d'embauche comme tu dois être littéralement une petite pâte molle qu'on va transformer en ce qu'on veut, et tu devras dire oui à tout le monde. Et on m'a dit pareil pour la séduction, on m'a dit si tu veux plaire à quelqu'un, il faudra que tu sois extrêmement une pâte molle, il va falloir que tu changes pour l'autre, il va falloir que tu dises j'adore le kitesurf alors que t'aimes pas ça, on s'en fout. Et en fait on te dit travestis-toi pour le monde du travail. Du coup t'es embauché, tu finis par être embauché dans un taf que t'aimes pas du tout. En fait on ne met pas ton individualité d'ancien enfant, t'es encore un enfant clairement parce que t'es dans le système scolaire, donc t'es quand même resté un enfant relativement, et t'as 18 ans et on te dit pas toi ce que t'aimes bien, quelle est ta plus-value, comment est-ce que tu peux te valoriser, comment tu peux juste être en confiance d'être toi, que dans la séduction et dans le travail tu sois pas en train de te forcer à faire un truc que t'aimes pas. Et ça vient de l'école tout de suite, quoi. C'est dans ce truc de respect aux adultes qui est presque militaire et où on n'a pas le droit d'avoir. Moi, je me souviens que je répondais à mon père parfois des arguments, parce que dans ma tête d'enfant, c'était non, il y a un malentendu, ça ne s'est pas passé comme ça. Et mon père me disait, sois pas insolente. Ça c'était vu comme de l'insolence d'avoir des arguments de réponse. Et ça continue jusqu'à hyper tard. Et t'arrives dans le monde du travail, tu fais un taf que t'aimes pas avec des gens que t'aimes pas. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est ça la vie. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Et je trouve ça très très dur à redéconstruire. Oui, parce qu'en fait nous, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à l'école, on va exiger la norme, donc on va essayer que les enfants soient calqués les uns sur les autres, et finalement, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est beaucoup plus simple de gérer une classe où les enfants vont se tenir donc à carreau, effectivement avoir peur de l'autorité, et donc avoir cette espèce de comportement où celui qui a le comportement inapproprié, c'est que tout le monde regarde, et éventuellement il va être d'ailleurs exclu par les autres, harcelé, etc. Parce que gérer une classe, n'est-ce pas Élise, où tu autorises les individus, les émotions, oui, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Non, bien sûr. Il y a un cadre. Bien sûr, il y a un cadre. Autoriser les individus à être des individus, surtout qu'ils sont déjà des individus. Moi, j'ai juste vu mon neveu passer de l'enfant de ma sœur à un individu propre. Il est à personne, il est juste lui. Il est là à 5 ans, il avait des opinions politiques. C'était incroyable. Tu vois construire quelqu'un sur qui tu sais que tu as peut-être un impact, mais où tu ne peux rien. Cette personne va faire ses choix. Elle est un libre arbitre et ça y est, elle existe. C'est sûr que c'est pas
pas ça moi on m'a appris à l'école, quoi. On m'a pas dit c'est super ce que t'es. Parce que là on va tout de suite te dire oui mais l'enfant roi, attention, parce qu'après ça va être un être complètement égocentré qui ne pensera qu'à lui-même et qui sera trop individualiste, alors que justement ce qu'on prône c'est d'une part, effectivement, il faut s'affirmer, il faut pouvoir... Et en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu es capable de reconnaître tes propres émotions, tu pourras les reconnaître chez les autres. Absolument. Mais si tu le fais pas, tu peux pas. Ça, c'est un argument fallacieux de beaucoup de gens d'aller chercher l'extrême pour te montrer que ton truc fonctionne pas. On l'utilise beaucoup pour moi quand on parle de modération des commentaires sur les réseaux, où je dis qu'il faut modérer les commentaires qui sont racistes, sexistes et qui sont des attaques à la personne, menaces de mort, menaces de viol. Et on me dit, on va pas non plus devenir la Chine. Et je suis là, vous vous rendez compte du gap qui est fait? C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de dire il faut défendre que des idées de gauche et interdire les gens d'extrême droite d'écrire des commentaires. Non, je dis juste que tout commentaire qui représente un délit doit être interdit. Et on me dit, tu vas pas non plus faire comme en Chine. Donc tu vois, c'est aussi drôle que toi-même tu te dises que les contre-arguments qu'on t'oppose, c'est l'enfant roi. Mais justement pas, l'enfant qui sait qu'il a des émotions, genre, est conscient du coup du monde qui l'entoure. Enfin, c'est absurde d'imaginer. Non, effectivement, je vais apprendre à un enfant uniquement à ses émotions. C'est exactement ce qui fait des gens égocentriques. C'est que littéralement, genre, on le fait justement mal de leur apprendre leurs émotions. Fou, hein. C'est ça qui fait qu'ils savent pas reconnaître les... donc oui, c'est absurde. Mais t'es toujours l'argument, tu sais, de après quoi, la Terre va exploser. Oui, non, pas non plus, rassurez-vous. Non. Mais après, ceci dit, si on parle dans cette direction, c'est tout changer, parce que après, on va pouvoir parler de moyens dans l'éducation, etc. Mais c'est bien sûr que ça demande aussi, donc, c'est plus compliqué à gérer, hein, une classe avec des enfants qui sont tous écoutés, donc ça demande aussi plus d'adultes, donc, comme j'allais le dire, donc ça demande plus de moyens. Ouais. Et donc c'est ça aussi, le nerf de la guerre, il est là, c'est qu'aujourd'hui on met pas d'argent dans l'éducation nationale, on en met de moins en moins. Bien sûr. Et surtout, on pousse aussi beaucoup, j'ai l'impression, à continuer à se reproduire beaucoup aux gens sans leur dire là il y a des solutions pour les gens qui sont déjà vivants. Enfin, je j'ai pas d'opinion sur juste je suis pas pour le réarmement démographique particulièrement, mais si tu veux, il y a un truc dans mon cœur qui me dit peut-être aussi on pourrait dire aux humains, faites une pause juste de 2 ans si vous pouvez, hein, qu'on puisse gérer là, parce que on commence à faire beaucoup d'enfants, donc il y aura plus assez d'adultes sur Terre à un moment pour élever tous les enfants qu'il y aura. Je sais que ça va pas s'inverser comme ça, mais tu sais, c'est pour avoir des adultes qui sont disponibles et qui sont frais et qui ont une volonté de le faire et qui ont un espoir. Il faut de la main d'œuvre et il faut des gens moins fatigués, et donc du coup il faut des meilleures conditions, et après c'est le serpent qui se mord la queue. Non mais je veux dire, il faut de la main d'œuvre. C'est pour ça qu'on continue de prôner l'enfantement. C'est parce qu'il faut de la main d'œuvre. Oui, il faut de la main d'œuvre et de la mais malheureuse du coup, docile. Oui, docile, malheureuse et qui n'a pas de solution. Ça le problème, c'est on nous donne pas les ressources. C'est-à-dire que moi je pense que si une fois dans ma scolarité on m'avait dit que j'avais le droit de pas douter de ce que moi je pensais, juste 5 minutes, tu sais, de valoriser mon opinion personnelle en me disant les pensées que tu crées dans ta tête sont pas tous bons, mais il y en a plein, c'est ton opinion et t'as le droit. C'est pour ça que j'ai découvert le féminisme à 21 ans, si tu veux. C'est parce qu'avant ça, on me disait juste, les femmes avaient pas le droit de vote. Ensuite, elles avaient pas d'âme. Ensuite, tu sais, on te balance des faits comme ça. On les a toutes brûlées à un moment en Europe parce que c'était chiante. On te donne des faits et on te propose pas de t'indigner de ce fait. Moi, on m'a pas dit, quand on m'a appris ça en histoire, c'est chaud, non? C'est incroyable, rendez-vous compte, les femmes n'étaient pas un sujet dans la société, mais un objet, elles ne participaient pas à la vie démocratique. Et en fait, on m'a pas dit de faire ça, donc j'ai dû attendre 21 ans pour dire, mais attends, c'est pas très juste. Et rien que si on avait valorisé 2 secondes, je pense, ma manière de penser en disant, t'as pas tort, forcément. T'as le droit de penser des trucs que tu penses, qui sont pas les mêmes que tes parents, qui sont... Enfin, tu vois, juste le fait de pouvoir me dire que il pouvait venir de moi quelque chose qui était valide. Mais ça, j'ai jamais eu cette sensation, tu sais. J'ai eu cette sensation que c'était tout le temps en comparaison, qu'il fallait faire comme les autres. Alors, pas comme les autres avec qui t'es à l'école, mais aussi, moi, j'ai la malchance d'avoir une grande sœur. Donc, du coup, c'est pareil. Il y a aussi la comparaison avec la grande sœur tout le temps, elle avait sauté une classe. Elle avait sauté le CM1, ça va, ça fait pas d'elle non plus un génie. Tu sais, mais ça, par exemple, ça, c'était un truc qui, je complexais sur mon âge. J'avais l'âge des classes dans lesquelles je devais être. Je suis rentrée à 6 ans en CP, sauf que je suis née en avril. Donc forcément, dans mon année de CP, à un moment, ça a été avril. Et donc, pendant les derniers mois, de avril à juin, j'ai eu 7 ans pendant mon année en CP. Et c'était chaque année comme ça. Chaque année, j'avais l'âge qu'il fallait au début. Puis en avril, j'avais l'année d'au-dessus. Et je complexais les derniers mois parce que je me disais, merde, je suis pas à mon niveau. Je suis trop bête pour mon niveau. Juste parce que mon âge changeait au milieu de l'année, parce que l'école m'a dit les imbéciles qui redoublent et il faut tout savoir de cette manière-là. Et vraiment, j'étais là en train de me dire, putain, moi, chaque année, pendant 4 mois, je suis trop vieille. J'ai eu beaucoup de profs qui m'ont marqué dans certaines images que j'ai pu avoir, où parfois je me souviens d'une prof qui expliquait quelque chose et ça rendait tout le cours mais extrêmement clair d'un coup. Cette manière de mettre du contexte. J'ai des souvenirs de systèmes d'astuces d'éducation
d'éducation que j'ai trouvé géniale dans ma scolarité, plus au lycée parce que j'en ai plus de souvenirs qu'en primaire. Mais sinon j'avais effectivement pas énormément de profs méga passionnés quoi. Sauf si dans mes cours d'art quoi, quand j'avais art plastique évidemment la prof moi je me disais elle doit passer. Pour moi c'était les profs d'art plastique où j'étais là mais ça doit être le paradis. ça doit être un métier bien. Je pourrais pas être prof d'autre chose que d'art plastique parce que sinon mettre des notes à des gens, leur apprendre à faire de la flûte, c'est quand même tu vois c'est difficile. J'imagine que quand t'aimes la musique et que tu deviens prof de musique, dans ma tête, je me disais c'est triste parce que tu fais de la flûte, quoi, tu vois. Alors que art plastique, c'était pratique. Dans ma tête, je me disais pas qu'eux, ils voulaient exposer. Tu sais que je me disais pas ça. Je me disais juste toute leur vie, ils peuvent avoir des espèces de bâtonnets de glace et faire des collages avec. Ça, c'est leur quotidien. Ça c'était ça d'ailleurs c'était en primaire j'avais été je sais plus pourquoi d'ailleurs mais en CM2 ils élisaient en gros les profs d'art plastique de toutes les écoles de Paris et les profs de musique et les profs de je sais plus quoi d'EPS choisissaient un élève qui était le plus représentant de la classe en termes de j'imagine d'obéissance, de résultats, d'implication, etc. Et on avait été au ministère de je sais plus quoi non plus, c'est vous dire les souvenirs. J'avais reçu une encyclopädie interactive Paris, en CD. C'est possible, parce que les professeurs c'était la ville de Paris, c'était à la mairie effectivement. Parce que ces professeurs-là, c'est une spécificité parisienne. Ouais. Ces cours-là sont dispensés par des PVP, comme on les appelle, des professeurs de la ville de Paris. Mais c'est que à Paris, dans certaines grandes villes françaises, mais sinon ailleurs, ce sont les instituteurs qui dispensent des cours de musique, d'art, etc. Alors que là, moi, c'était un prof spécial et du coup, j'avais été choisie par la prof d'art parce que j'étais très impliquée. Donc, c'était vraiment, si tu veux, on pouvait pas faire plus évident comme résultat. Genre, un enfant pas impliqué, voilà les résultats. Un enfant impliqué, voilà les résultats. Posez-vous des questions. Vraiment, j'avais aucune matière où j'étais impliquée. J'avais des notes très moyennes, voire... En fait, j'ai toujours eu de la chance. J'ai une très bonne oreille. Et donc, j'ai toujours retenu les choses que j'avais envie de retenir. Et ça a été facile pour moi. Beaucoup ma scolarité, sans travailler énormément. Je suis restée dans la moyenne sans me faire remarquer, en n'ayant pas des résultats incroyables, quoique parfois si, et en n'ayant jamais des résultats catastrophiques. Jamais. Mais parce que je faisais le minimum. J'avais très vite compris comment faire le minimum pour rester en dessous du radar. Ouais, c'est ça. C'était ça le but, quoi. C'était tirer mes années sans être... je serais jamais une chef de gang, mais je serais jamais au moins la pestiférée, tu vois. Mais donc j'avais eu ce CD-ROM d'encyclopédie quand même. Ce qui ressort de ta scolarité, c'est que t'as toujours essayé de te conformer à quelque chose sans te distinguer non plus. Et sans savoir ce qu'on attendait de moi en plus, c'est ça le pire. Et de rester un peu effectivement dans une espèce de moyenne surtout, et puis effectivement donc de pas moufter entre guillemets parce que t'étais harcelée, de pas trop d'être comme tu disais marcher sur des œufs, de pas toujours savoir exactement où te placer, et en même temps faut pas te faire trop remarquer, donc effectivement je devais rester dans une norme pas excellente mais pas non plus médiocre pour que mais parce que excellente j'aurais pas su de toute façon en fait. J'ai l'impression que si tu veux c'est pas comme si on m'avait montré le modèle auquel il fallait que je ressemble, c'est qu'on m'avait dit non, toi c'est pas correct. Donc je me suis dit les choses qu'il va falloir modifier, et tu vois, j'y allais à tâtons. J'étais là, bon, je vais essayer de faire comme ça chez les autres. Est-ce que ça marche? C'est bon. Du coup, j'avais même pas de vrai modèle d'Épinal de ce qu'aurait été la perfection, la norme qu'on attendait de moi. Juste, j'y allais à tâtons. J'étais là en train de me dire, je vais avancer comme ça. On a l'air d'attendre ça de moi. Mais je pense que j'étais pas en mesure d'être la meilleure même si je me mettais à travailler, j'aurais pas été en mesure de faire ça parce que c'était trop douloureux ça ne m'intéressait pas du tout. Oui, ça t'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Et donc tout ce qui est examen, ça a été compliqué, genre le bac? Non, ça a été. Ok. Non, j'y suis allée vraiment. J'avais beaucoup étudié les 2 semaines avant, comme beaucoup de gens. J'avais ensuite l'espoir de savoir broder. J'ai eu un truc que j'ai découvert au lycée, c'était la capacité à entourlouper les gens. En fait, c'était quand j'ai compris que ce que j'avais appris à l'école, c'était juste presque on m'avait appris une sorte de texte à trous, une sorte de bingo de ce qu'on t'apprend à l'école pour que toi tu puisses le réutiliser. Je savais comment, si tu veux, enjoliver certaines phrases pour donner aux profs ce qu'ils voulaient. Je voyais ce qui était attendu et je me disais, c'est pas très intéressant parce que le sortir de moi me demande pas un effort, sans pour autant dire que c'était facile. C'était juste, ok, je vois ce qui est attendu, c'est pas créatif, tu vois. C'était genre, c'est pas créatif ce qui est attendu, donc je vais le faire. C'est comme des maths. Et donc, en littérature, en tout ça, c'était, je vois exactement les tournures de phrases que les profs aimaient, je savais utiliser les mots, j'avais une aisance à l'oral qui faisait que, je crois, j'ai passé mon bac français, je suis tombée sur le seul texte que j'avais pas étudié, évidemment. J'ai brodé pendant 20 minutes et j'ai eu une note incroyable pour ce que j'ai délivré comme prestation d'analyse de ce texte. C'est incroyable que j'ai eu 15. C'était inimaginable. Tu vois, mais ça, à un moment, en grandissant, j'étais là, bon, bah d'accord, je vois ce que vous voulez, attendez de moi, je vais le faire, mais je serai jamais la meilleure parce qu'il y avait pas l'investissement, quoi.
Oui, parce que mais toute ta scolarité, en tout cas, tu as essayé de correspondre à une norme et donc tu étais vraiment très attentive. Alors, à contrario, les profs, d'après ce que tu dis, se préoccupaient pas du tout de toi. Le rapport avec les autres était plutôt ambivalent. Mais toi, comme tu as toujours essayé de correspondre à une norme, aux attentes, tu as été vachement à l'écoute. Toi, tu as été très à l'écoute. Ouais, moi, j'ai été très à l'écoute. Et ce qui fait que ça t'a permis, c'est ce que tu disais, oui, d'avoir après une certaine aisance et puis de toujours avoir le discours qui correspond à ce qu'on attendait de toi. Exactement. Donc ça te représentait pas toi, mais c'est ce qu'on attendait de toi. J'ai passé, en fait, ma scolarité, ça a été peut-être beaucoup plus formateur que mes études d'art dramatique où j'ai appris à jouer la comédie. C'est qu'en fait là j'ai appris à observer le monde et à le mimiquer pour ne jamais être dans le radar, parce que c'était ça en fait aussi. Je savais qu'il fallait pas non plus être la pire et qu'il fallait surtout ne pas se faire remarquer, parce qu'à chaque fois que j'avais eu l'occasion de me faire remarquer, et pour moi me faire remarquer ça voulait juste dire me faire des copines, en fait ça attirait sur moi une attention qui était méchante. Donc je me disais peut-être faut juste pas faire ça, voilà. Ouais. Tu sais, être la norme sans jamais chercher l'excellence. Moi, j'ai toujours eu cette mentalité de si ça doit être quelqu'un, ce sera pas moi et c'est pas grave. Je serai pas une battante, je serai pas une vainqueur de tout, je vais pas me battre, je serai pas celle qui jouera des coudes. Quand je suis arrivée dans mon école d'art dramatique, donc c'était enfin ma vie commençait dans ma tête. Ça, c'était juste après le bac, excuse-moi. Ouais, juste après le bac. Je me suis quand même inscrite en fac de médiation culturelle. J'ai fait 3 mois et j'ai arrêté parce que j'étais là. Attendez, je suis désolée, mais je peux pas. Enfin, c'est génial de faire des exposés sur la cosmogonie hermopolitaine, mais ça va vraiment pas être utile pour ce que je veux faire plus tard. Et du coup, j'ai fait que mon école d'art dramatique, donc j'avais une quinzaine d'heures de cours par semaine, puis je bossais à côté. Et je me souviens on est dans cette espèce d'amphithéâtre, enfin de petit théâtre qui est dans le 18e, qui est notre salle de classe avec la scène et tout. Et le directeur de l'école nous dit à nous tous, bon, c'est un métier qui est très difficile, vous le savez. Et là, pour vous dire à peu près une statistique, il y a une seule personne par rangée d'entre vous qui va réussir à en vivre. Et moi, mon premier réflexe, c'était de regarder à droite à gauche et de dire, ça va être qui ? Et j'étais pas du tout, pour moi, dans les gens. S'il devait y en avoir une par rangée, c'était pas moi. Je le savais, en fait. J'avais presque un peu, si tu veux, cet état d'esprit déjà qu'aujourd'hui on pourrait appeler bêtement de perdante. C'est que je savais que c'était difficile de se battre, je savais que de toute façon je comprenais pas les codes qui pouvaient faire que j'y arrive, que de toute façon ça servait à rien, mais que je serais pas, c'est pas grave, je serais spectatrice de ce monde-là. Mais ce décalage, je l'ai ressenti. Ah oui, je vous ai pas raconté, pour vous dire à quel point l'école m'a traumatisée. Me suis donc inscrite à la fac. Mes parents m'avaient dit passe le bac si tu veux être comédienne. Bien tenté, donc j'ai passé le bac, mais ils ont quand même réussi à me faire m'inscrire à la fac et je me suis dit je vais choisir un truc un peu intéressant. Je suis arrivée à la fac le jour de la rentrée, j'étais dans l'amphithéâtre de Paris 3 à la Sorbonne Nouvelle. Je sors ma trousse et mon petit carnet pour prendre des toutes premières notes de bonjour, c'est ça votre cursus, c'est ça que vous aurez comme cours, voilà comment la fac est. Et vraiment j'ai fait une crise de panique. J'avais 18 ans, hein. Et j'étais là en train de pas réussir à respirer et d'être en train de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais vraiment une crise d'angoisse, de panique, je c'était pas possible. Et je suis rentrée en vélo chez moi et j'ai dit à ma mère je remettrai jamais les pieds à la fac. En fait c'était comme si là mon corps était là, mais non t'avais dit qu'on arrêtait. J'avais vraiment, tu sais, encore une fois cette espèce de coupure dans ma tête entre pourquoi t'es là ? Pourquoi t'es là ? C'est horrible. Pourquoi t'es là de ton plein gré ? Là, on t'avait dit que tu pouvais faire ce que tu voulais et toi, tu fais ça. C'est ça que tu veux faire. Mais vraiment, quoi, ce truc d'une partie de moi qui voulait sortir de moi. Après, j'ai quand même fait mes 3 mois de fac. Mais encore une fois, c'est parce que très docile que je suis, mes parents m'ayant dit essaye quand même d'avoir un vrai métier. J'étais allée au bout du bout du bout. Je m'étais investie dans cette espèce de truc-là. Et je me suis dit, par contre, j'aurais dû écouter, si tu veux, mon instinct qui est quand tu rentres dans la fac, si t'as une crise d'angoisse, peut-être pose-toi des questions. Tu vois. Et moi je l'ai pas fait parce qu'en fait on a aussi passé ma scolarité à nier ce fait que j'aimais pas ma scolarité ou que j'aimais pas l'école ou que j'avais du mal à y trouver. Et que c'était de ta faute. Voilà, c'est ça, à trouver mon compte. Et qu'il fallait de toute façon que je fasse cet effort et qu'en fait c'était pas normal. Il fallait que de toute façon je le fasse, comme s'il y avait pas d'autre solution. Aucune autre solution pour moi, tu sais. Mais si j'avais été dans un lycée, même dans un collège pro où on m'apprenait un métier, un truc à faire avec mes mains, enfin, je pense qu'1 milliard de fois j'aurais été plus heureuse. Mais tu vois, ça c'était pareil. Comme j'étais pas bête, on va dire. Je lisais et je venais d'une famille où j'ai eu vachement de chance et de privilège d'être élevée dans une famille qui était hyper riche intellectuellement. Ça c'était génial. Donc j'ai été, on me disait, tu sais, ce truc très très binaire de, elle va pas faire un truc avec ses mains, elle est pas con. Et du coup, moi, on m'a coupé d'un truc qui aurait pu être pour moi une révélation énorme, quelque chose de satisfaisant. En plus, tu vois, à côté de mon école de théâtre, je me suis souvent dit quand je payais mes cours de théâtre, que ça coûtait cher déjà, mais que j'aurais bien aimé pouvoir, au lieu d'être serveuse ou vendeuse à côté, faire un métier comme genre
faire de la plomberie. Je me disais, ce serait génial, je pourrais bosser que le week-end, par exemple, comme ça, je pourrais la semaine faire mes cours, mais si j'avais su faire de la plomberie. Et vraiment, j'ai eu plein de fois ce truc-là, de me dire, moi, j'adore faire des trucs manuellement. J'ai toujours aimé ça. Si j'avais mêlé l'utile à l'agréable, si on m'avait dit, effectivement, tu sais faire une dissertation de philosophie, mais viens, c'est pas important, t'as qu'à aller faire de la plomberie, je pense que ma vie aurait été vachement différente. J'aurais mis vachement moins de temps à être heureuse en tant qu'adulte et à être épanouie dans le milieu du travail aussi, et à me dire mais ouais, je me débarrasse encore aujourd'hui de trucs, tu sais, que l'école m'a mis sur le dos et où je suis là, pourquoi ? L'école française, elle est hyper élitiste, et c'est vrai que quand tu compares avec d'autres pays, je dis même européens, c'est pas du tout pareil dans les pays notamment nordiques où la voie professionnalisante est tout à fait bien vue, et c'est pas du tout une voie de garage. En France, c'est toujours, même s'il y a des petites tentatives d'essayer de faire passer ça autrement, mais pour l'instant c'est toujours effectivement complètement discrédité, et c'est quand tu réussis pas que tu y vas. Alors que dans d'autres pays, c'est ça, l'inverse. Exactement. Mais du coup, c'est ça qui est contradictoire avec la politique selon laquelle on veut un réarmement démographique pour faire de la main-d'œuvre. C'est qu'en fait, non, on veut faire des start-upers. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est que si c'était vrai qu'on refaisait des enfants parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, on aurait une sorte d'encouragement justement à aller vers ces filières, et aussi en tant que femme, surtout qu'il y a aussi beaucoup ces questions de genre en ce moment. C'est oui, on pousserait les femmes vers des métiers qui sont d'habitude des métiers d'hommes. Parce que ce qu'on veut, c'est quand on veut réarmer, on veut des nounous, on veut des caissières. On veut des vendeuses, on veut des gens comme ça. On veut des mamans, quoi. On veut des mamans. En fait, on veut une maman. Voilà, mais on veut pas forcément, effectivement, des gens qui vont être spécialisés dans certains métiers du fait d'avoir eu un apprentissage pratique. Non, quand je te dis on veut de la main-d'œuvre, c'est vraiment. Oui, justement, c'est ça. des gens qui ratent leurs études, qui abandonnent parce que justement, ils vont pas être, une fois de plus, assez académiques. Non, et puis même parce qu'ils vont pas être entendus et encouragés dans leurs compétences, et à savoir que dès tout petit, il faut justement faire des bilans de compétences, entre guillemets, mais c'est-à-dire vraiment voir chez chaque enfant. Quel est ton... Ouais, c'est ça. Moi, je sais que par exemple, j'ai eu un complexe d'infériorité très très longtemps sur mon intelligence parce que j'ai une intelligence manuelle. Mais c'est une intelligence qui, je sais, est de l'ordre de la logique et qui marche aussi bien avec la science. Enfin, je veux dire, c'est une manière créative de réfléchir les choses. Et dans la tête de ma famille, c'était non, si je fais des perles au lieu de lire un livre, je suis con, quoi. Donc moi, j'étais un peu la bébête de la famille aussi. Et si tu veux, l'école vient très vite encourager ça. On m'a jamais poussée vers... Enfin, tu sais, comme si c'était même pas possible de faire les deux. En plus, c'est pareil. Enfin, j'ai l'impression que là, c'est bon, soit tu te fais manuel et dans ce cas-là, on te considère que t'es bête, soit tu fais que de l'intellect et dans ce cas-là, on considère que t'es pas manuel, mais c'est pas très grave, tu sais. Et ça, c'est fou. Enfin, t'as pas de filière où tu peux faire de la philo et de la plomberie. Non, parce que ça fait des siècles qu'on a séparé le corps et l'esprit. Donc, bien sûr. Ça, c'est... ça, c'est absurde. Et je pense que c'est une très mauvaise idée de continuer sur cette lancée. Non, mais complètement. Puis c'est vrai que c'est l'appellation aussi. Mais c'est fou de toujours séparer ça, surtout d'imaginer qu'avoir une intelligence manuelle, ça voulait dire que c'était pas quelque chose qui se passait dans la tête. Enfin, avoir un sens logique, avoir un sens de... Enfin, c'est fou de n'avoir qu'une seule intelligence qui est encouragée dans ces études, c'est l'intelligence des livres, quoi. T'es book smart, mais on t'apprend pas à déclarer tes impôts, on t'apprend pas à harceler les gens en ligne, parce que bon, ce serait quand même dommage. Et on est encore aussi beaucoup, je trouve, dans un monde où on pense, en tout cas en France, que si tu parles pas des sujets aux gens, ça va éviter de faire qu'ils arrivent. Par exemple, on n'éduque pas sur le consentement, comme ça évite les viols. C'est l'inverse que ça produit littéralement. Et ça, je suis fatiguée, moi, de ça, de voir des gens qui disent, on va pas dire aux enfants que... Bah si, en fait, c'est justement, il faut leur dire, parce qu'on va pas leur donner des idées. Enfin, c'est absurde, ce truc, quoi. Moi, j'ai toujours beaucoup milité pour qu'il y ait vraiment de l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, dès que l'individu a un corps dont il est conscient, tu vois, parce que c'est important juste qu'il ait les informations, et tout le monde est là, mais ça va le pervertir. Je suis là, justement pas, en fait, ça va pas le sexualiser. Et puis même, tu vois, nous, on est tout à fait d'accord avec toi, déjà, mais on va au-delà de ça en se disant, non, mais attendez, aujourd'hui, la société, elle est telle qu'il y a un viol d'enfant, alors je sais plus si c'est toutes les heures ou je sais pas. Enfin bon, bref, viol de femme aussi, ceci dit. Donc tant qu'on vit dans cette société, est-ce qu'il vaut pas mieux quand même arrêter de dire non, il faut surtout les protéger, il faut pas leur apprendre des choses parce que ça leur mettrait des images effectivement beaucoup trop tôt, ça risquerait de les traumatiser si on leur met des images comme ça dans la tête. Eh bien écoutez, plutôt ça ou qu'ils se fassent violer dans une heure, eh ben on va choisir de l'informer. Tant qu'on sera dans cette société, on en reparlera quand il n'y aura plus de viol, exactement, et plus d'agression sexuelle. Bien sûr. On rediscutera de comment on aborde les choses. Encore une fois, je pense que c'est notre connaissance dans tout, c'est notre connaissance de la loi et de ce qui est interdit qui fait qu'on ne fait pas ce qui est interdit. Je sais pas pourquoi on a tant de mal à expliquer le consentement aux enfants ou à leur dire c'est interdit de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Et là, les gens d'un coup crient au scandale en disant vous allez leur donner des idées de viol. Mais non, moi j'ai pas eu d'idée de meurtre quand j'ai découvert qu'on n'avait pas le droit de tuer des gens. J'ai découvert qu'on n'avait pas le droit de tuer des gens. Donc j'ai
j'ai accepté que dans cette société dont je suis un sujet, je ne fasse pas cette chose-là parce qu'elle est illégale. Et ça, je trouve ça fou que le raisonnement s'arrête vraiment. Enfin, c'est d'une évidence de bêtise, si tu veux, le coup de on va pas en parler. Comme ça n'existera pas. Bien sûr, les tabous ont toujours vraiment mené à des réussites exceptionnelles et des innovations. C'est-à-dire que si ça n'existait pas finalement dans la société, on pourrait dire ça y est, ce sujet n'existe bien plus sûr, dans notre si ça société. n'existe pas, bien sûr. C'est génial. Mais c'est impossible déjà. C'est ça. Puis, et ce qui est fou aussi, ce qu'on a remarqué nous à l'école, c'est que parce que cette notion de consentement, on en parle beaucoup et on se rend compte que même au niveau politique, c'est-à-dire on va parler compétences psychosociales, on va parler des émotions, etc. Ça passe. Mais c'est vrai que quand on utilise le mot consentement, il y a apparemment une connotation sexuelle de base. Et donc, on peut même pas l'utiliser pour toutes les autres formes de consentement. Nous, on essaie franchement à chaque fois de le marteler, de le dire sans arrêt, parce qu'on travaille le consentement dès 3 ans, nous, à l'école maternelle, et on veut que ce mot existe dans l'éducation nationale, dans les surtout programmes. qu'en plus, le mot consentement, il englobe aussi ton consentement, pas forcément physique de ta sexualité, mais celui de est-ce que tu veux faire ça avec moi ? Non. Complètement. Moi, je sais que en tant qu'adulte, j'ai mis du temps aussi, parce qu'on parlait de consentement et aussi évidemment dans les rapports intimes, mais à dire j'ai dit non 4 fois à cette personne pour boire un verre, ou j'ai dit non 4 fois à cette personne parce que moi cette décision professionnelle je la trouve pas bonne, en fait, où ton consentement est bafoué tout au long de ton travail, tu sais. Tu dis genre non je vais pas faire ce projet, on te dit non mais si s'il te plaît, mais qu'est-ce que t'as pas compris quand j'ai dit non la première fois, tu sais. C'est ça. T'as ce truc là où en fait on n'entend pas ton nom de toute façon, et c'est dur du coup si tu peux pas dire le mot consentement parce que soi-disant il aurait des connotations sexuelles, tu peux pas apprendre à un enfant qu'il a le droit de dire non. Plein d'autres trucs. Il y a les deux choses aussi qu'on remarque, tu vois, ça va être aussi le fait qu'il y a des petits changements. Alors, dans une petite strate de la population, tu vas avoir des petits changements qui vont s'opérer au niveau du consentement, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire, et notamment, moi je le constate pas mal avec les petits garçons, c'est ce côté, tu sais, où il y a pas très longtemps, j'ai une situation comme ça, où les parents en gros me disaient mais si on lui a appris vraiment il sait vraiment on lui a toujours dit t'es pas obligé, tu peux dire non si tu veux pas faire un bisou, tu peux dire non si t'as pas envie de faire une activité, etc. Et en fait moi j'ai juste posé une question en disant et vous par exemple est-ce que ça vous arrive, est-ce que quand je sais pas il a envie de vous faire un câlin, est-ce qu'il a toujours le droit? Oui bien sûr. J'ai mais donc il est peut-être, enfin je dis pas qu'il y a un problème, mais il y a peut-être là aussi quelque chose à faire, c'est de dire vous aussi en fait il faut dire non, bien sûr, en tant qu'adulte. Et parfois les parents à l'inverse peut-être vont mettre une fessée, une tape, alors que justement il faut absolument pas le faire quand ça va justement déborder, mais ils se sont pas dit en amont justement d'en arriver à ces extrémités de peut-être que moi aussi en fait je dois dire non, là j'ai pas envie de te faire un câlin, ou là je veux bien, et d'instaurer aussi ce truc là. Oui bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, pour tout en fait, en apprenant les émotions t'apprends à découvrir les émotions des autres, et en apprenant que toi parfois tu dois respecter le consentement des autres, tu fais apprendre à régner ton consentement. Enfin ça me semble effectivement tomber sous le sens, mais j'imagine que le travail doit être tellement colossal si tu commences à prendre en compte les individus qui ont pas forcément le temps de faire ça et qui sont fatigués. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le monde n'a tellement pas de concentration sur justement cette nouvelle génération qui pourrait changer tout, que du coup on est plus dans nos vies redondantes, et on n'essaye pas de se dire venez on se concentre 2 secondes là-dessus parce que c'est le futur et que c'est bientôt quoi. Oui. Je pense que vraiment ils en ont strictement rien à cirer. Tu vois, tous ces hommes politiques qui décident. Oui, en fait, on dirait. Tu sais quoi, mais ils ont pour moi, ils ont réussi à faire une image. Ces hommes politiques aujourd'hui, pour moi, c'est les hommes qui n'ont jamais été des enfants. C'est-à-dire que quand tu les vois, tu te dis, en fait, c'est comme s'ils avaient presque choisi esthétiquement et par tous les moyens du monde d'être tellement loin de l'enfance qu'ils ont une partie d'eux qui est complètement déconnectée. En fait, ils se rendent pas compte. Je pense que si tu leur demandes leur plus vieux souvenir, c'était vraiment quand ils ont lancé une start-up avec leur pote Jérém, quoi. Tu vois, et c'est ça le pire, c'est de dire mais tu te souviens pas de moments de ces moments là justement où tout est encore à construire. J'ai l'impression qu'effectivement ils en ont rien à foutre, mais c'est surtout qu'ils comprennent pas l'avantage que ce serait. Très honnêtement, moi ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que toutes ces fameuses grandes écoles, que ce soit l'ENA, que ce soit Sciences Po, un peu dans une moindre mesure quand même, mais les plus grandes écoles, les mines, Polytechnique, etc., eh bien c'est hyper normatif, et en fait c'est quand même puis c'est de l'endoctrinement. Tu sais moi comme je vous disais, j'ai passé ma vie à me sentir vraiment stupide, et en plus j'ai pas fait d'études supérieures, donc dans ma famille je peux vous dire que c'était genre ok, ça prouvait le truc quoi. Moi j'étais faite pour faire des crocodiles en perles et pas pour écrire des scénarios a priori, et vraiment il y avait ce truc tu fais pas de grandes écoles, et donc toute ma vie je me suis trimballé ce complexe de je suis pas
je suis pas smart comme les gens qui font des grandes écoles, qui sont l'élite du pays, etc. Et vraiment, il y a pas longtemps, j'ai rencontré des gens qui font Sciences Po Paris, et vraiment, j'ai ri dans ma tête. Enfin, c'est pas du tout un truc que je dis, mais j'ai vraiment dans ma tête en train de me dire, mais vous vous foutez de ma gueule, vous m'avez fait croire que ma manière, enfin, moi, je sais articuler une idée du début jusqu'à la fin et emmener les gens dans la manière dont je l'explique pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment compris. Ces personnes-là, elles savent même pas finir une phrase. Enfin, vraiment, j'étais en mode, mais vous avez menti, un peu comme l'Académie française. J'étais là, mais en fait, vous avez juste menti. Vous m'avez dit, ces gens sont l'élite, donc moi, je me disais, ils sont sûrement mieux que moi et beaucoup plus smart que moi. Et en fait, j'étais là, genre, oh là là, c'est imbitable de leur parler, quoi. On leur apprend des codes depuis qu'ils sont enfants, parce que de toute façon, pour être à l'ENA, enfin, la plupart quand même des personnes qui ont fait l'ENA, des grandes écoles, ils ont été dans des écoles où déjà dès la maternelle, ils apprennent les codes, ils apprennent, ils sont, c'est une histoire d'entre-soi incroyable, l'école alsacienne. Et donc ils arrivent, ils les connaissent déjà. Enfin, c'est ça. Ils vont dire, il n'y a pas de créatif, il n'y a pas de créativité. Ça va être des discours qu'ils ont déjà entendus, qui vont ressasser. C'est ça, c'est du blabla. Et c'est pareil. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien dans cette société moderne d'avoir lu L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, dans lequel il décrit justement toutes les manières dont tous les arguments fallacieux qui traînent dans le langage courant. Et en fait, une fois que tu sais qu'ils sont là, une fois que tu vois que ces personnes utilisent, comme je te disais, aller te chercher l'exemple opposé pour te dire, je exagère, on ne va pas non plus faire aller jusque là, ou alors le fait de venir te reprocher de ton attitude personnelle vis-à-vis de quelque chose pour essayer de discréditer le fait que la planète va mal, tu sais, genre si on dit oui les femmes, oui toi tu portes des talons, alors donc t'encourages, c'est pas une raison, c'est pas parce que tu portes des talons que c'est pas vrai que les femmes sont une majorité oppressée, tu vois. Et tous ces arguments là, ça m'a permis de voir effectivement en grandissant que c'est beaucoup des phrases toutes faites, c'est une mascarade en fait, c'est énormément une mascarade, et tout le monde joue le jeu et ils sont là, Sciences Po, regardez nous on est à Sciences Po, oui regardez on fait des sciences politiques, non, enfin vous apprenez juste comment on a manipulé les humains depuis le début et vous le refaites, c'est pas grave. C'est ça. Et c'est cet entre-soi aussi qui est quand même moi j'arrive pas à me dire, effectivement je pense qu'il y a vraiment une forme d'endoctrinement, parce que comment tu fais pour rester effectivement avec dans ce milieu, dans ton milieu, l'accepter, pas vraiment. Donc c'est l'élite, c'est des gens a priori donc extrêmement intelligents, mais il n'y a pas cette intelligence donc a priori émotionnelle. Exactement. De se dire mais en fait il y a un problème. Oui, ou cette compréhension du monde, c'est-à-dire que plutôt que de répéter des choses qu'on a apprises toutes faites comme quelqu'un qui est extrêmement flippé, tu sais, comme quand on est enfant et qu'on dit cette table de multiplication, moi je sais qu'il y avait un truc d'inquiétude dans mon corps, quoi, genre j'étais là, mais faut pas que je me trompe, ça c'est des truc qui sont des faits, et il faut que je connaisse la chanson par cœur et tout. Mais là c'est juste être conscient que ce à quoi tu sers quand tu fais ce genre d'études, c'est à aider les gens du peuple, enfin le monde, et du coup c'est pas possible si ta réalité c'est que des gens comme toi, enfin c'est ça qui est absurde. C'est que moi je sais que quand on parle de démocratie, je suis toujours époustouflée de voir qu'on est en train de reproduire juste la royauté, quoi. Que littéralement on a guillotiné un type parce qu'il vivait dans un palais et qui connaissait pas les problèmes du peuple, et on a élu un type qui vit dans un palais et qui connaît pas les problèmes du peuple en fait. Et je suis là, mais à quel moment vous êtes pas en train de voir que vous refaites la même chose? C'est fou, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon bref, vous voyez, comme les gilets jaunes, oui, rien à voir. Les gilets jaunes, tu vois, les seuls qui ont réussi à un petit peu à être élus en tant que députés, mais quand même, ils sont mal vus. Oui, parce bien sûr. Ils ne portent pas de cravate. Donc forcément, leurs idées sont quand même beaucoup moins... Mais tu te rends compte que chaque idée qu'il y a sur Terre, là par exemple, le fait qu'un juge tape avec un marteau sur un petit truc, c'est une décision. Ouais, mais ça reste une décision de mecs qui se sont vus en groupe et qui ont dit, bon les gars, on n'aura qu'à dire que le juge, il aura une perruque et un marteau. C'est des décisions, en fait. Et moi, maintenant, j'essaie de regarder le monde que comme ça, en me disant, tout a été très arbitrairement choisi par des gens qui sont des personnes et qui sont donc faillibles. Donc, dès que je vois les gens qui disent, faut porter une cravate, je suis là, mais qui l'a dit? Et ça, c'est du grand art. Mais qui le dit que c'est du grand art? Vous avez juste décidé de faire ça et maintenant, vous l'enseignez à tout le monde. Et c'est vraiment ce truc, à chaque fois, du coup, je repense au juge. Je me dis, oublie pas qu'il y a une confrérie de mecs qui ont décidé que dans une cour de justice, le juge, il aurait une petite perruque et un petit marteau. Blanche, la perruque. Blanche, ouais. Et c'est des enfants. En Angleterre, ils l'ont encore, la perruque, ils sont obligés de la porter, tu vois. Donc je suis là, et donc c'était juste des petits garçons qui disaient, on n'a qu'à jouer à aussi que toi, t'aurais un marteau, et c'est ça. Et du coup, parfois, je me rassure en me disant, c'était que des petits garçons. C'était que des petits garçons qui jouaient. Bon, quand même. Et pareil, oui, non, ils font beaucoup de mal, mais c'est pareil, mais le chef de cuisine qui s'appelle chef, c'est un petit garçon qui a choisi. Il a dit, et même que le patron de la cuisine s'appellera le chef. Et ce seront que des hommes. Et ce seront que des hommes, parce bien que sûr. ce seront les femmes qui cuisinent à la maison. Oui, non. Mais dans les restaurants, non. Non, c'est vrai. Non, mais ça toujours. Hein. Dès que les femmes s'intéressent à un truc, c'est professionnalisé par les hommes et ensuite on en est viré. Moi, je le vois beaucoup aussi là avec tous les shows de drague que je trouve formidables qui existent, mais au bout d'un moment où moi, tous les codes qui m'ont fait souffrir sont moqués par d'autres gens et je suis là, cool.
enfin quoi, mais t'as un peu envie de dire genre quand c'était moi, c'était pas un show à la TV, enfin genre moi si tu veux mes premiers émois avec un Vénus de Gillette, tout le monde s'en foutait alors que ça aurait pu être télévisé aussi, et là t'es là, c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant pour des trucs que toi tu fais depuis toute ta vie, tu sais. Tu m'étonnes, c'est clair. Bon, on arrive peut-être à la conclusion de cet épisode très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à dire de façon philosophique sur Non, pas l'école ? plus que tout, juste que je suis très heureuse de voir qu'il y a des personnes comme vous qui font des choses comme ça et qui sont conscientes de tout ça et qui ont à cœur de se questionner et de continuer à faire le mieux en essayant d'emmener tout le monde dans toutes les problématiques. Je vois à quel point c'est compliqué, mais je vois aussi à quel point vous êtes hyper vigilante à essayer d'inclure tout le monde, et moi ça me donne envie de refaire une scolarité, mais quand on t'accueille là en petite section, allez, super. à partir de demain. Avec plaisir. Bon, il faut te suivre sur tes réseaux sociaux. Sur mes réseaux sociaux, oui, où j'essaye de partager ma vision du monde qui va vers l'ouverture et vers l'éducation et et surtout l'amour entre les gens, parce que... Et puis avec une petite dose d'humour. Moi, toujours. Je crois que je te suis depuis que je me suis mise sur Instagram il y a une dizaine d'années. Ouais, c'est pas impossible. J'ai commencé il y a bien ce temps-là. Et j'ai toujours essayé de faire ça avec beaucoup d'humour et surtout de déconstruire les clichés et de faire en sorte que le monde dans lequel je meurs soit pas aussi nul à chier que le monde dans lequel je suis née, quoi. On l'espère aussi. En tout cas, on te remercie vraiment. C'était très intéressant. Merci à vous, merci beaucoup. Et à très bientôt. Oui, À bientôt. Et retrouvez-nous sur notre Instagram Les Élises. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre un petit avis sous notre